Malik, qu'est-ce qui toi t'a amené à t'intéresser à la question du Xinjiang? Alors, comme tu l'as toi-même cité, le fait que nous ayons encore une fois vu, observé la présence, le relais de beaucoup, encore une fois, de la part de beaucoup d'acteurs qui sont habitués, qui sont familiers aux grandes causes humanistes, aux grandes causes même humanitaires, à travers bien sûr les ONG spécialistes de la pose de pansements sur des jambes de bois, ou plutôt sur des prothèses, c'est-à-dire dans des lieux où la guerre fait rage. On a toujours les mêmes structures internationales qui se dépêchent et qui prennent le pas aux autorités locales. C'est-à-dire que les Américains, les Européens les Européens d'Europe occidentale, donc les atlantistes essentiellement, se permettent encore une fois de donner des leçons au monde et des leçons d'humanité aux Chinois, qui pourtant, depuis la fin de la révolution culturelle et après la mort de Mao, se sont ouverts au monde et ont fait en sorte que la diplomatie de leur pays, que leur diplomatie propre, s'adapte au contexte mondial, au contexte qui a vu l'émergence, qui a vu le bloc occidental, notamment via les néoconservateurs, l'emporter sur le bloc oriental, dit de manière caricaturale, j'ai envie de dire, puisqu'il y a le mouvement des non-alignés qui, à partir des années 50, va propulser la Chine sur la scène internationale. Et cette montée en puissance, justement, de la Chine, à la fois diplomatiquement, commercialement, mais aussi militairement, a fait peur à l'Occident. Donc il fallait, après que après que l'Occident, piloté par les États-Unis, mis à mis un terme à la puissance soviétique, que la Chine également soit diabolisée. C'est pour cela que Samuel Huntington avait déjà théorisé le rapprochement du monde islamique avec le monde confucéen et la formation d'un grand bloc théorique contre, donc du moins idéologique, contre l'Occident, encore une fois représenté par les États-Unis. Sans oublier, bien sûr, Israël, qui est le cheval de Troie des États-Unis au Proche-Orient. Donc, ce qui m'a poussé donc véritablement à me pencher sur ça, c'est le contexte également de la poussée djihadiste en 2014, 2013, 2014, avec des groupes de tendance wahhabite, nejdite, assumés comme tels, euh, qui, à partir donc, qui ont profité des troubles en Syrie notamment, mais aussi en Irak, pour s'étendre. Et à ce moment-là, en observant ce conflit précis, j'ai pu voir la présence du parti islamique du Turkestan, qui est une organisation donc djihadiste liée à ces groupes-là, notamment à Al-Qaïda, et qui depuis euh, qui a vu justement beaucoup d'individus engagés, d'individus venant du, de la région du Xinjiang elle-même, venant gonfler les rangs de ces combattants au Proche-Orient. Et à partir de là, j'ai pu constater, comme tout le monde, que les camps euh, de redressement, dits camps de concentration par les ONG internationales, euh, ont en réalité été mis en place à ce moment-là, histoire de contrer la poussée de ces dits terroristes, ou du moins djihadistes d'idéologie. Donc, ça m'a mis la puce à l'oreille, et j'ai pu faire ensuite l'historique que je vais te laisser présenter concernant les rapports entre les indépendantistes et l'État chinois dans le Xinjiang depuis les années 50, mais également plus récemment, comme je le disais, dans les années 90, la poussée de la menace, on va dire l'amplification de la menace terroriste dans la région. Donc ces deux phénomènes-là, en parallèle, voilà, je me suis dit, je peux pas laisser ces deux choses-là
avancer sans se toucher. Il faut que j'établisse un lien entre les deux phénomènes, et donc c'est ce que nous allons voir avec toi, mon frère. Eh bien, parfait, parfait, ça introduit parfaitement cela, puisque j'ai eu à peu près quasiment la même réflexion sur toi avec une petite différence. Bon, toi, tu as été plutôt dans le géopolitique, moi j'étais plutôt centré sur les réseaux et leurs habitudes de fonctionnement, mais ça se rejoint parfaitement, puisque c'est quasiment la même méthodologie pour chaque groupe qui apparaît et qui disparaît, hein. Donc, quand on remonte le fil, c'est quasiment ça. Mais tu fais bien de parler de Turkestan parce que c'est le fil conducteur, je dirais, de cette soirée aujourd'hui. C'est que le Turkestan, en fait, c'est un mot qui est absolument inconnu du grand public et c'est pourtant la revendication première de ces élites ouïghours occidentalisées dont je vais parler tout à l'heure. Puisque très rarement, voire quasi jamais, ils ne parlent d'autonomie de Xinjiang, donc on n'a pas affaire à des autonomistes, mais on parle d'indépendance du Xinjiang, donc d'indépendance du Turkestan. D'ailleurs, dans la quasi-majorité des sites tenus par des élites occidentalisées ouïghours, que je différencie évidemment du peuple ouïghour, qui n'a rien à voir avec cela, la majorité de ces sites internet, que ce soit le Congrès mondial ouïghour ou la campagne ouïghour ou le Haut Commissariat, bon, c'est toujours des noms assez longs, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui sont tous de la même galaxie satellite, hein, c'est-à-dire celle autour du Congrès mondial ouïghour. Tous, vous verrez systématiquement tous sur ces sites, on parle de Turkestan et non plus de Xinjiang ou même, je dirais, même de peuple ouïghour. Même ça, c'est effacé, hein. C'est le Turkestan, il n'y en a que pour le Turkestan. Et ça, on va y revenir tout à l'heure. Alors, rapidement,